Bonjour, bonsoir, chers amis téléspectateurs. Aujourd'hui, l'Afrique et la Caraïbe sont dans votre émission. Alors, j'ai beaucoup de plaisir à recevoir deux personnalités que vous allez découvrir comme moi, parce que je ne les connais pas beaucoup, mais je sais qu'ils ont des messages importants à nous délivrer et aussi des expériences dont ils peuvent nous faire part et qui vous intéresseront probablement, enfin j'espère en tout cas. Je vous souhaite donc de passer un agréable moment avec nous et puis de tendre l'oreille. Et s'il y a des choses que vous voudriez nous renvoyer, des messages, des témoignages, eh bien vous passez par la rédaction de Zouk TV. Voilà, bon après-midi ou bonne soirée si vous voyez l'émission en rediffusion. Alors, je vous présente donc mes invités, monsieur, deux personnalités prestigieuses, en tout cas qui font beaucoup de choses. Je commence par monsieur Samba Bouri Mboup, qui a été ex-ambassadeur, qui a été ambassadeur du Sénégal en Afrique du Sud. Donc l'Afrique qui est avec nous cet après-midi, c'est le Sénégal. Oui, c'est le Sénégal, l'Afrique de l'Ouest. L'Afrique de l'Ouest. Tout le continent et tous les Africains, en fait, those at home and those abroad. De la diaspora aussi, beaucoup par chez nous. Bien sûr, parce qu'on ne peut pas comprendre une quelconque partie du continent africain en l'isolant du reste, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. J'en suis convaincu. J'ai entendu parler des Afriques au moment où on parle de l'Europe. Donc je pense que ça aussi c'est intéressant à discuter. On sait comment l'Afrique a été scindée en 1000 morceaux. Et puis je vous présente, alors beaucoup plus près de chez nous, Monsieur Pero Daniel Hans Hervé, qui a 3 prénoms pour lui tout seul et qui est architecte de son métier. Même vous avez plusieurs casquettes. Oui, bon, je peins, j'écris, j'ai publié quelques ouvrages aussi. Voilà. Il a autant de casquettes que de prénoms. Voilà. Donc, voilà, chers amis, vous avez donc nos deux personnalités, Monsieur Samba Bouri Mboup et Monsieur Pero Daniel Hans Hervé. Alors, on va commencer avec vous, monsieur. On va s'appeler par nos prénoms ou oui, ça va bon. Alors, ça ne veut pas dire qu'on soit dans une familiarité qui se décline de manière un petit peu délétère. C'est juste que ça nous permet d'aller plus vite, mais tout en nous respectant. Voilà. Alors, monsieur, alors Samba, voilà, vous étiez ambassadeur du Sénégal en Afrique du Sud. Vous voulez nous dire d'abord en quelle année c'était et puis qu'est-ce que c'était que cette expérience? Et nous, on est très intéressés ici par si vous voulez, l'Afrique du Sud en tant que société, bon, on dira multiculturelle, on l'appelle aussi arc-en-ciel, qui fascine tous ceux qui sont qui ont une représentation de nos sociétés comme étant des sociétés métisses. À défaut d'avoir une culture, nous sommes des métisses. Vous voyez? Alors, dites-nous un petit peu d'abord comment, qu'est-ce que c'était que cette expérience d'ambassadeur? Comment vous l'avez vécu dans un pays que vous connaissez de manière peut-être plus approfondie? Merci beaucoup d'abord de m'inviter à cette émission. De me donner l'occasion de parler à vos téléspectatrices et téléspectateurs. Je dois d'abord dire que je ne suis pas un diplomate de carrière, je suis un universitaire, chercheur enseignant dans le domaine de l'anthropologie linguistique et culturelle, Afrique et diaspora au niveau des connexions. Je suis également... je me suis spécialisé dans ce qu'on appelle l'africologie, comme épistémologie alternative ou comme paradigme alternatif pour la production et l'utilisation des connaissances à partir d'une vision centrée sur l'Afrique et les Africains, mais ancrée également à la multidisciplinarité, à l'intervoir, à la transdisciplinarité. Bon, je suis aujourd'hui dirigeant d'un cabinet de consultance que j'ai commencé à établir en Afrique du Sud, qui s'appelle New Age Consulting, que je suis en train également de prolonger au Sénégal et en Afrique de l'Ouest. J'ai été nommé ambassadeur
en Afrique du Sud. En fait, je couvrais l'Afrique australe et même une partie de l'océan Indien, mais avec résidence à Pretoria de 2001 à 2006. D'août 2001 à juillet 2006. Donc 5 bonnes années de bons et loyaux services. Pour le diplomate, disons, qui a dû apprendre son métier sur le tas, parce que je n'ai fait aucune des écoles d'administration, mais j'avais quand même pris la précaution de faire un stage moi-même, c'est-à-dire d'abord d'aller au ministère des Affaires étrangères pour m'informer des usages diplomatiques, mais également m'imprégner des grandes orientations de l'État sénégalais, c'était sous le président Abdoulaye Wade, et également de certains ministères sectoriels. Alors pour répondre à votre question, donc pendant ce temps, j'ai pu, en tant que la voix et le visage du Sénégal, et de son gouvernement, du président de la République, tisser des liens avec, bien entendu, le gouvernement du pays accréditaire, mais également avec la communauté d'affaires, les milliers d'affaires, d'autant que la diplomatie économique commençait à occuper une place importante dans l'orientation de la diplomatie sénégalaise, bon, mais également avec, bien entendu, la presse, mais aussi les milieux universitaires. Étant universitaire moi-même, il m'est arrivé de participer à des séminaires, de donner des conférences, etc., dans différentes universités, aussi bien à Johannesburg, Pretoria, mais également à l'intérieur, dans le Eastern Cape, le Cap oriental, dans l'université où ont été formés beaucoup de cadres d'Afrique australe, etc. Alors c'était une expérience, donc comme je dis, j'ai dû apprendre le métier sur le tas. Bon, je m'en suis sorti avec ma part de frustration, d'échec, mais également, je dois dire, et je le dis avec beaucoup de fierté, avec un certain nombre de réalisations, de succès auxquels j'ai pu contribuer, par exemple la création d'une commission mixte, la consolidation d'une commission mixte entre l'Afrique du Sud et le Sénégal, la négociation entre autres, bon, donc dans le domaine des infrastructures, des transports, des échanges de services. Et pourquoi, excusez-moi, pourquoi vous parlez beaucoup du fait que vous avez été choisi donc sur le tas, vous n'étiez pas un diplomate de carrière, de profession. Pourquoi? Parce que le Sénégal manquait de ce profil, de ce type de spécialiste? Non, pas du tout. Bon, cela est dû, disons, au fait que le ministre des Affaires étrangères était un ami, quelqu'un de Dr Cheikh Tidiane Gadio, donc avec qui on s'était connus, bon, on avait fait des choses ensemble en tant que établi une relation du temps où nous étions étudiants en France. Nous publions une revue qui s'appelle Les Jonctions, une revue de recherche où il y avait, je crois, 16 nationalités différentes du continent, etc. Et donc, il m'a proposé le poste d'ambassadeur, que j'ai mis du temps à accepter, d'ailleurs, je dois dire. Bon, finalement, je me suis décidé à me jeter à l'eau. Mais ce n'est pas parce que, loin de là, le Sénégal manquait de diplomates chevronnés, parce que la diplomatie occupe une place particulièrement importante. Et nous avons des diplomates chevronnés et de qualité. Bon, je pense aux ambassadeurs Papa Louis Fall, Mambalassi, paix à son âme, Seydou Nourouba, le général Mansour Seck qui nous a représenté à Washington et qui aujourd'hui est avec moi dans l'initiative pour le fédéralisme africain, pour la création des États africains unis, etc. Et j'avais l'habitude de leur dire d'ailleurs
parce que je les ai souvent reçus en Afrique du Sud lors, par exemple, de la mise en place de l'Union africaine, mais également du sommet mondial sur le développement durable, du sommet de Durban de septembre 2001 contre le racisme, l'antisémitisme, etc., la discrimination. Alors, quand ils me félicitaient pour les avoir bien reçus, etc., bon, je leur répondais toujours que il ne peut y avoir rien que je puisse voir venir de loin et qui puisse me faire peur dans le cadre de mon travail, parce que je sais que chaque fois que j'aurai des doutes, des questions à poser, vous serez là pour m'aider à trouver les réponses. Donc ce n'est pas parce que le Sénégal manquait de diplomates. Alors une dernière chose, j'étais arrivé à participer à un processus de négociation qui a abouti à un accord de code sharing entre South African Airways et Air Sénégal International, et avec 14 vols hebdomadaires qui, partis de Johannesburg, passaient par Dakar pour aller continuer aux États-Unis ou Washington ou Atlanta ou New York, entre autres. Alors, vous parliez maintenant de la nation arc-en-ciel. Si vous voulez, on va revenir là-dessus. La raison de votre présence à la Martinique? J'ai été invité par GATT Caraïbes AAC, Afrique Anti-Connexion, par des amis. Bon, Daniel en fait partie, des amis, des frères. Certains, c'est la première fois que je les rencontre. Bon, vous aussi d'ailleurs, et c'est avec beaucoup de plaisir. C'est la première fois que je viens en Martinique. Léon, Jean-Claude, Alain, Fred Pin, etc. Donc pour participer au premier salon caribéen du transport et de la logistique, où j'ai fait une présentation sur le repositionnement de l'Afrique comme partenaire stratégique pour la Caraïbe au XXIe siècle. Donc j'ai essayé de montrer toutes les opportunités d'affaires que des investisseurs ou des personnes intéressées par quelque négoce que ce soit pourraient trouver en Afrique avec des conditions particulièrement avantageuses. Bon, l'Afrique étant considérée, je peux dire pratiquement unanimement, y compris par ceux qui passaient leur temps à insulter l'Afrique, à la dénigrer, et à la lyncher, à procéder à continuer. C'est pas tout à fait fini, mais enfin, voilà, il faut attendre. Comme la nouvelle frontière, donc comme le continent de l'avenir. De l'avenir, oui. Celui dont on dit aussi qu'il nourrira l'humanité demain. Alors, donc vous êtes venu pour un projet, c'est justement, on va en parler, qui nous intéresse beaucoup. Et on va revenir à la nation arc-en-ciel parce que on a justement, ce qui nous intéresse, c'est de faire des liens entre l'Afrique et la Caraïbe, mais toutes les Caraïbes ne fonctionnent pas de la même façon. Par exemple, Daniel, comment voyez-vous alors d'abord, pourquoi vous êtes ici? Si vous êtes... Bon, je suis ici... Mais vous êtes de Haïti, c'est bien ça là? Oui, voilà. Oui. Et c'est aussi pour supporter, adhérer et travailler pour justement que cette connexion anti-Afrique devienne réalité sur des actions et des mouvements entre les deux parties du monde qui soient concrets et profitables à tous les uns les autres, mais particulièrement aussi dans une vision de réappropriation de notre propre identité et de notre patrimoine, et de pouvoir le réaffirmer non seulement dans nos actions, dans nos projets, mais de participer à justement casser les frontières intercaribéennes, qui sont des frontières qui aliènent
tout un chacun, parce que nous avons quand même une réalité insulaire tout un chacun, mais qu'on isole de manière culturelle, économique, sociale et tout ça, politique aussi. Et donc c'est une lutte assez âpre qu'on entreprend, mais je perçois dans le mouvement de l'AAC déjà un outil pour mener plus loin et à bien le combat. Et je tenais à dire quelque chose à la lumière de ce que nous a si clairement et brillamment parlé le docteur Samba. Docteur Samba, oui. Et c'est que je tenais à dire à tout un chacun que celui qui choisit d'ignorer son passé, son patrimoine, n'a pas d'avenir. S'il nous faut nous construire, il nous faut faire l'inventaire de ce que nous sommes, de ce que nous avons et des moyens dont nous disposons pour pouvoir les développer et nous épanouir nous-mêmes. Et de reprendre la place qui nous revient dans le concert des nations, dans l'ordre mondial, et qu'il y a beaucoup de choses à revoir. On a quand même des pressions à faire pour justement remettre en question l'ordre tel qu'il est établi aujourd'hui, les pôles d'influence, les pôles de pression, d'oppression, et qui font que une certaine partie du monde, notamment celle dans laquelle nous vivons, se trouve aliénée, handicapée. Et donc, il est temps de lever la tête, il est temps de s'affirmer, il est temps de nous prendre en main et d'assumer notre propre avenir. Voilà. Alors, c'est de quelle casquette vous nous avez parlé là? Bon, je peux revêtir les 3 ou les 4 à la fois. D'accord. Ça veut dire qu'en tant qu'architecte, il y a aussi une démarche à faire sur l'habitat, le mode de structuration que nous voulons, même urbaine, qu'on veut avoir, et qui soit beaucoup plus adaptée à notre manière de vie que d'importer forcément des clichés européens, qui souvent maintiennent cette acculturation chez nous et comment dirais-je, entravent les relations sociales qu'il y a. Je pourrais parler avec le côté artiste, peut-être c'est là que ressort aussi beaucoup d'émotions chez moi, c'est cette sensibilité que j'ai. Et pour faire revivre ce patrimoine, cette richesse que nous avons en nous, et qu'on nous a longtemps appris qui était primitif par rapport aux autres, et aussi du côté de l'écrivain, le poète. Vous peignez ce qu'on a appelé l'art primitif? Non, pas forcément. Moi, quand je peins du Pérou. C'est-à-dire, je peins moi. Je peins mon ressenti, je peins mon état d'âme, je peins ma perception du monde. Pas figuratif nécessairement. Pas forcément. D'accord. Et j'ai appris par mon héritage haïtien de ne pas me donner de limites et de toujours me repousser un peu plus loin et pour atteindre mes objectifs. Mais aussi, on ne peut pas entièrement s'exprimer ou s'épanouir si on ne participe pas à cet épanouissement collectif. Et donc, j'apporte ma plume, parce que j'écris aussi, j'apporte ma plume, mes mots, ma peinture, moi, et dans ce combat et reconnaissance, je tiens bien à dire, quand je parle de reconnaissance de l'individu antillais, haïtien ou caribéen, je ne parle pas par rapport à l'Europe, par rapport aux Américains, par rapport aux autres. C'est la reconnaissance d'abord de nous autres, entre nous. Parce que vous parliez de réappropriation de notre identité,
Et il aurait fallu qu'on la définisse. Elle ressemble à quoi? Qu'est-ce que sont on dira les caractères principaux de cette identité? Nous sommes, parce que justement, dans ces définitions un petit peu folkloriques, folkloristes de nos identités qui font de nous des nations arc-en-ciel, des créoles, voilà. De quoi nous parlez-vous exactement? Bon, l'identité, c'est d'abord c'est prendre conscience de soi. Et à partir de l'histoire, à partir de notre vécu, à partir des succès, des échecs que nous avons connus dans notre histoire. Mais c'est cette complexité aussi de notre réalité géopolitique, géographique. Et les sacrifices de nos pères pour justement arriver à nous construire un certain espace de liberté, de justice. Elle n'est pas encore finie, cet espace, parce qu'il y a encore des barrières qui sont posées. Ça sous-entend que nous soyons, nous, les acteurs, en tout cas dans ce qui concerne la définition de notre identité, que nous en soyons, nous, les premiers acteurs. D'accord. C'est jusqu'à maintenant, nous sommes plutôt identifiés. Voilà. D'accord. Alors, docteur Samba, je trouve très joli de vous appeler docteur Samba. C'est mieux. Alors, je vais vous appeler, c'est docteur Daniel. Non, je ne suis pas docteur. Mais oui. Ah, il n'est pas docteur. Architecte, non docteur. Voilà. Docteur Samba, vous avez dit tout à l'heure que vous étiez à la Martinique. Chers amis auditeurs, j'espère que vous nous suivez. Donc, j'ai deux invités qui vont faire un seul, parce qu'ils viennent nous parler d'un projet dans lequel ils sont associés, ou alors un projet qui est appelé à se développer, etc. Et c'est un projet qui nous concerne au premier chef, parce que l'espoir que cela fait naître pour nos sociétés et pour notre projet de réunir l'Afrique et la Caraïbe, c'est l'établissement d'une ligne aérienne qui permettrait que nous puissions aller aussi sur le continent qui n'est qu'à 4 heures de chez nous, vous voyez. Et donc, c'est dans ce cadre-là, et pour cette raison, l'une des raisons principales pour lesquelles ils sont là, ils vont nous raconter un petit peu la faisabilité du projet. Donc, docteur Samba, vous y croyez à ce projet parce qu'il y a très longtemps qu'on en a un, des projets de réunir l'Afrique et la Caraïbe, en tout cas par une ligne aérienne, et on est surpris que la majeure partie des Caribéens soient des Africains ou des Afrodescendants, et qu'on n'ait toujours pas de ligne qui nous relie au continent. Oui, vous avez raison de dire que nous en avons, ce n'est pas la première fois que nous en parlons. Moi, je me souviens qu'en 2007, j'étais invité à participer à la commémoration du bicentenaire Global Dialogue, donc entre l'Union africaine et sa diaspora, sous l'égide du gouvernement de la Barbade, le bureau du Premier ministre, et que nous en avions parlé. Cela faisait partie des conclusions, des résolutions même, auxquelles on était censé travailler. Bon. Maintenant, 10 ans pratiquement sont écoulés et rien ne s'était passé. Mais je n'y crois pas seulement, nous sommes en train d'y travailler à la concrétisation de ce projet-là. On dit dans ma langue, le Wolof, que toute chose dont le moment arrive ou est arrivé devient facile. Et je veux bien croire que le moment de réaliser cette connexion, de mettre en place cette connexion aérienne, qui, je l'espère, sera suivie d'ailleurs d'une connexion maritime, etc., est arrivé. Nous sommes en train d'y travailler. Il y a déjà une compagnie qui s'appelle Ava Airways, donc qui a commencé à opérer au niveau de la Caraïbe, et pour laquelle je suis chargé d'aider à ouvrir des portes
à trouver des partenaires sur le continent. Elle est américaine, cette compagnie? Elle est de quelle nationalité? Elle est de... Ava, vous avez dit Ava Airways? Ava, oui. Oui, Ava. Airways. Elle est de nationalité dominicaine. Dominicaine, d'accord. Elle opère au niveau entre la Dominique à ce niveau-là, mais avec le projet donc d'établir cette connexion avec le continent africain, via Dakar. Je pense que c'est un choix incontournable, étant donné la proximité de Dakar. Les Mamelles, où sont situés le monument de la Renaissance africaine à Dakar, représente le point le plus occidental du continent africain. Donc, trouver des partenaires de façon à pouvoir ouvrir cette ligne, donc pour le trafic passager, mais également le fret entre le continent et la Caraïbe, et au-delà de la Caraïbe, disons, avec le reste de la diaspora. C'est pour cela d'ailleurs que nous sommes allés en Haïti, entre autres choses, pour pouvoir... Donc pendant votre séjour ici, vous êtes allé en Haïti? Oui, après le salon caribéen du transport et de la logistique. Qui s'est déroulé la semaine dernière? La semaine dernière, oui, à Madiana, au centre de conférence de Madiana. Le 6 mai, c'était quoi? Quelle date exactement? C'était du 11 au 13. Du 11 au 13 mai. Du 11 au 13 mai. Donc si vous regardez cette émission dans 10 ans, sachez que c'était 11 et 13 mai 2016. Au centre de conférence de Madiana. Donc nous avons eu des rencontres de travail déjà au sein de notre équipe. Donc de AAC, Afrique Anti-Connexion, mais également avec des avocats, également nos propres avocats pour finaliser le travail, donc le paperwork comme on dit, mais également avec d'autres instances de facilitation. Par exemple, nous avons été au CFI, le Centre de facilitation des investissements de Haïti, pour nous enquérir de l'environnement des affaires, du code des investissements, de toutes les démarches à entreprendre pour ouvrir et stabiliser une entreprise, un business en Haïti, etc. Nous allons faire la même chose. Je suis chargé, à travers mon cabinet New Edge Consulting, de faire le même travail au niveau du continent africain. Et et avec notre collectivité ici, la CTM, vous avez des contacts? La CTM? Oui. Oui, il y a des oui, bien sûr, je viens... Un intérêt aussi vous avez trouvé de l'intérêt pour ce projet? Ah oui, je viens je sors d'une audience avec le président, Dr Lise. Dr Lise, le président de l'Assemblée législative. De l'Assemblée législative, qui s'est montré très enthousiaste pour cela. Et nous espérons pouvoir le compter parmi les passagers du vol inaugural. Ah ben voilà, formidable. D'accord. Je reviens à vous, Dr Samba, tout à l'heure, parce qu'il faut qu'on soit dans une répartition juste du timing. Alors, donc pas Daniel, pas Dr Daniel. Non. Voilà. Moi, j'avais envie de... Donc, vous êtes intéressé par ce projet puisque vous avez été à ce colloque à l'Atrium, non, à Madiana. À Madiana, oui. À Madiana, et vous y avez cru, vous y croyez aussi? Bon, il y a des percées qui sont intéressantes aujourd'hui, et sur la restructuration, par exemple, du port pour les opportunités qui vont arriver. Mais sans trop m'attarder là-dessus, les opportunités ne sont des opportunités que lorsqu'elles sont saisies, et par des actions, par des projets, on les fait vivre. Et donc, il y a une balle qui est lancée, à nous de l'attraper avant qu'elle ne rebondisse autrement. On ne sait pas dans quelle direction elle va partir. Mais voilà. Mais en plus de ça, je crois que même s'il y a des opportunités qui s'offrent à nous aujourd'hui, il ne faut pas nous perdre dans
ce que nous voulons en finalité, c'est-à-dire la vision que nous avons à partager et qui n'est pas, qui ne peut pas être au tout départ juste mercantile, économique. Ah ben, je vais vous poser la question. D'accord. C'est bien. Il faut que ça aille au-delà de tout ça pour qu'on puisse bien l'absorber, l'utiliser et en tirer profit. L'affaire, c'est que c'est un outil qui nous est proposé, c'est à nous de faire ce que nous en voulons. Mais là, c'est là que la vision, cette réappropriation de notre identité et de nos projets d'avenir, comment nous voulons nous-mêmes nous construire, joue un rôle extrêmement important. Mais ce n'est pas un outil qu'on vous offre, c'est vous qui êtes en train de le structurer de manière à ce qu'il devienne réalité. Enfin, un projet. Un projet, c'est ça. Non, vous avez dit que c'est un projet qu'on nous donne. On s'en saisit et on fait ce à quoi... Mais comme nous sommes souvent très pragmatiques, est-ce que, bon, on y croit d'autant moins que on a des difficultés à trouver des sources de financement pour ce type de projet? Et c'est là que la AC devient un instrument extrêmement important. Donc la AC, c'est une structure Afrique anti-Caraïbes, voilà, une structure qui se monte actuellement. Qui fait aussi la connexion des ressources, non seulement humaines, mais des ressources économiques et le pouvoir financier. Il veut collecter des fonds pour parce qu'ils sont capables d'aller sur le terrain africain, qui est un terrain neuf pour nous, et de trouver des investisseurs, des partenaires qui peuvent accompagner justement dans cette réappropriation de notre espace. D'accord. Mais si, docteur Samba, si ça marchait, enfin, voilà, on a envie que ça marche, parce qu'il y a très longtemps qu'on attend que cette... Ça va marcher. On aura des difficultés, mais ça va marcher. Oui, parce que quand nous voulons aller en Afrique, eh bien, il nous faut aller en Europe. Et ensuite, donc c'est pas seulement une perte de temps, c'est absurde. Hein, c'est une perte de temps, c'est une perte d'énergie et c'est aussi beaucoup d'argent payé. Voilà, beaucoup d'argent payé pour que... Si jamais ça marchait, à cause des préjugés voilà, dont pâtit l'image de l'Afrique ici, qu'est-ce qu'on ferait? Comment est-ce qu'on pourrait intéresser les gens au continent? Parce que vous savez, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. À la Martinique, et je crois qu'on l'entend aussi dans beaucoup d'autres régions où la diaspora africaine est importante, c'est de dire « mon pas africain ». Vous connaissez, vous comprenez? Je ne suis pas africain. J'ai rien à voir avec l'Afrique. On est devenu quelque chose, depuis le sortir du bateau, de la cale du bateau, on est devenu un nouveau monde. Nous sommes les seuls à dire que sorti de la cale du bateau, on avait mis une croix sur l'Afrique et que c'était fini. C'est tellement horriblement contre tout ce que nous apprend l'anthropologie que voilà, on ne peut trouver que ridicule que nous soyons allés dans ces croyances et que nous nous soyons laissés dire qu'une fois sortis de la cale du bateau, c'était fini. Voilà. Donc la question c'est comment dynamiser. Alors moi je vous donne une petite expérience que je mène avec les enfants, enfin lorsque je suis invitée à parler de l'Afrique dans les écoles, eh bien, je passe un petit film sur l'Afrique moderne. Et souvent, 2 minutes suffisent pour révolutionner les mentalités, les imaginaires, pour dire mais on ne nous a jamais montré cette Afrique-là, on ne la connaît pas. Mais pour nous, ce sont des sauvages, ils sont contenus, ils grimpent aux arbres. Enfin, c'est une image qui est absolument vivace dans l'esprit de nos populations. Et donc, ce que je voulais juste terminer, vous dire que c'est vrai qu'il faudrait que vous nous donniez plus d'images. Il faudrait que dans la construction, pour déloger ces préjugés, j'allais dire très archaïques, d'ailleurs tout préjugé est archaïque, pour les déloger, il nous faudrait des images. Parce que je vous assure, je suis allée dans une école, je n'ai pas eu le temps de projeter un film dans les 10 minutes que cela durait, je n'ai présenté que 4 minutes.
4 minutes du documentaire. Et je n'ai rien, j'ai pas fait de commentaire, j'ai demandé aux enfants, aux jeunes, hein, c'était quand même des jeunes de terminale, etc., première terminale. Et alors? C'est là, on touche du doigt là, un problème qui est à mon avis, présent et qui est urgent. C'est celui qui contrôle l'image, contrôle les mentalités, contrôle et l'économie, du coup. Voilà. Oui. Et trop souvent, les images qui sont projetées nous viennent des gens qui, justement, ont intérêt dans leur système économique à aliéner la réalité africaine. Ou à nous cacher cette Afrique-là. Voilà. À nous cacher cette Afrique-là. Et donc, mais c'est heureux d'entendre qu'il suffit de 4 minutes pour... Dans mes expériences, j'en ai fait plusieurs. Que les gens se reposent les bonnes questions. Mais c'est justement là aussi qu'on a un travail énorme à faire. C'est pour remettre en lumière la vraie image d'Afrique. Je peux en parler, pourquoi? Parce que je connais ce même problème qui est beaucoup plus présent en moi par rapport à Haïti. Oui. Longtemps, on a divulgué des images de bidonville, de pauvreté, de misère, de ceci, de cela, et de boat people. C'était un argument anti-indépendance dans nos régions. C'est ça, c'est ça. Il fallait décourager les gens. Hein. Voilà, c'était de dire, par les images, ne cherchez pas à répéter l'expérience haïtienne, parce que vous allez y arriver là. C'est ça. Alors que Haïti a une toute autre réalité. C'est vrai que c'est un pays qui connaît de fortes difficultés parce qu'elle est oppressée. Il y a une volonté réelle de la rabattre, de la mettre sous tutelle, et en politique, dans le social et tout ça. Et parce qu'il y a des intérêts cachés. C'est sa richesse culturelle, c'est sa richesse minière, c'est sa richesse naturelle, et qui fait qu'elle est considérée comme l'arrière-cour américain. Il faut préserver ça comme ça, que personne n'y touche. Donc tout le politique tourne autour de ça. Et on n'a jamais eu l'émergence d'un pouvoir nationaliste réel en Haïti. Qui est empêché d'émerger. Voilà. Oui. C'est toujours par des compromis entre la peste et le choléra. Il faut choisir un candidat ou bien qui soit issu directement de l'école américaine ou bien des gens qui seront prêts à vendre leur âme pour faire la basse besogne de tenir Haïti dans les rangs pendant leur mandat. Mais l'Afrique pâtit de cette même déconstruction. Ça fait partie des séquelles du colonialisme, de la mise en place de ce nouvel ordre mondial dans lequel nous évoluons aujourd'hui. Et cet affranchissement, on voit le mouvement un peu partout. D'accord? Et il ne faut pas les isoler. C'est pourquoi il nous faut nous rapprocher. Parce que nous avons beaucoup de terrain de lutte commun pour avancer. Nous avons des luttes, je dirais un mot peut-être intestines, qui nous concernent nous-mêmes parce que nous avons quand même une réalité. Oui, qui nous et chez nous, donc, comme on dit, il faut laver devant chez soi. Donc on a à faire un grand lavage chez nous. Et quand je parlais de revoir la vision qu'il y a ou le regard qu'on porte sur Haïti, c'est justement en mettant sur la table la réalité dans laquelle Haïti évolue. Ses difficultés, les handicaps, et pourquoi Haïti, qui est quand même, je dirais, une partie importante, ne serait-ce que par son histoire, de cette corde caribéenne dans laquelle nous sommes, mais aussi en termes de pointe avancée de la culture et de ce patrimoine africain qu'on a. Et tout ça gêne
l'Occident, tout ça gêne l'Amérique du Nord, mais conscient de ce problème-là, ça ne peut pas nous freiner, ça ne doit pas nous freiner. Haïti n'est pas des totomacoutes. Haïti, c'est pas les émeutes, les chaos qu'on voit tous les jours. C'est vrai qu'il y a une dislocation sociale et politique aujourd'hui, mais qui est voulue, qui est enregistrée, qui est orchestrée, pardon. Mais on le voit. Moi, je pense que c'est... je voudrais tout à l'heure, justement, revenir à l'image de l'Afrique en Haïti. Donc, ça sera l'occasion d'en parler. Et je voulais entendre Dr Samba sur... nous en aurons probablement des projets qui nous impliquent en tant que peuple, en tant que culture, héritier de ceci, de cela. Mais il y a beaucoup de choses de coches que nous ratons parce que sur le plan des mentalités, nous ne sommes pas préparés à accepter, par exemple, l'Afrique ou accepter les échanges avec. Je vous donne une toute petite anecdote. C'est une petite anecdote. Problème d'éducation. C'est un problème d'éducation, mais vous savez que dans l'histoire, dans les sciences humaines, ce qui évolue le moins vite, ce sont les mentalités, et le travail qu'on a à faire, c'est justement un travail de longue haleine. Mais je prends un petit exemple. C'est quelqu'un qui découvre donc un petit flyer sur lequel on présente un projet de vacances au Sénégal. Donc c'est un Sénégalais qui vit en Guadeloupe et qui a restauré une sorte de grande villa à l'occidental. C'est très joli, donc il offre des voyages, des séjours organisés aux Guadeloupéens. Et un Guadeloupéen, ou je ne sais plus, c'était pas en France, il voit ce flyer et il dit « Ah, c'est comme ça, mais je vais y aller. Ah, c'est comme ça, mais je vais y aller. » Il a suffi, comme pour les films, il a suffi d'un flyer avec une image à l'occidental, enfin d'un bâtiment à l'occidental, pour que ce monsieur se décide à aller passer des vacances au Sénégal. Et ça, ça nous traduit, et pour les jeunes, à qui j'ai montré 4 minutes d'image d'une Afrique ultra-moderne, donc avec les grandes tours comme à Manhattan, eh bien, ils étaient complètement saisis, emballés, et en 2 minutes, on a eu l'impression que leur opinion pouvait se renverser, changer, parce que il y a eu... Alors, c'est pas seulement de l'image, il y a quelque chose d'autre là derrière. Ce que vous dites là me fait peur. Eh bien justement, voilà pourquoi je vous dis, qu'est-ce que nous voulons et quelle Afrique allons-nous découvrir? Est-ce que c'est transporter l'Europe là-bas et puis développer... voilà. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, Dr Samba? Mais écoutez, ça nous ramène encore à la question de l'image qui est centrale, mais également à un projet de société et de civilisation qui soit un modèle de développement que nous n'avions pas en tant qu'Africains du continent et de la diaspora, parce que je pense qu'il est impossible de dissocier ces deux composantes-là, celle qui est restée sur le continent et celle qui se trouve à l'extérieur. C'est une question d'image, et si vous permettez, je voudrais raconter une anecdote qui confirme ce que vous avez dit à propos de votre film de 4 minutes. Nous avons organisé, j'étais encore ambassadeur en Afrique du Sud, Kwanzaa Youth Camp, pour la célébration de Kwanzaa. Alors nous avons rassemblé donc les enfants que nous avons pu trouver autour de nous, certains du continent de la diaspora, et nous les avons rassemblés dans un endroit avec des cours d'histoire africaine, de Swahili. Bon, j'ai participé aux 2, c'est moi qui leur ai enseigné le Swahili de 7 à 17 ans. Et nous avons organisé, mais également des sessions particulièrement importantes, qui étaient centrales dans le dispositif, disons, pédagogique de reformatage du cœur, de l'esprit, parce que c'est de ça qu'il s'agit,
qui se déroulaient la nuit, où on leur parlait de Marcus Garvey, qui était Malcolm X, qui était Nani, qui a dirigé la résistance des Nègres Marrons, de Fighting Maroons of Jamaica, etc. C'était des moments où on leur parlait de Ubuntu, hein, de maths, des principes d'équilibre, de la culture africaine, etc. Où on allumait un petit feu, on était là et eux-mêmes ils avaient compris. Je vous jure, et nous avons organisé comme moyen d'évaluation de l'impact de la formation qu'ils ont reçue, un concours. Concours donc Miss Kwanzaa et Master Kwanzaa. Little Miss Kwanzaa, Little Master Kwanzaa. Et la question, c'était une seule. Vous estimez que vous êtes éligible au titre de Miss Kwanzaa ou de Little Mr. Kwanzaa? Pourquoi? Je vous jure, les enfants, ce qu'ils ont restitué est allé bien au-delà de ce que nous leur avons appris. C'est-à-dire l'impact était phénoménal. L'ambassadeur du Soudan que j'ai convaincu à l'époque d'amener ses deux sœurs, ses deux filles, pour venir sur cela, a pleuré le jour de l'évaluation. Parce qu'il m'a dit, écoute, je ne m'attendais pas à cela. Alors c'est allé plus loin que cela. Vous vous souvenez, Kwanzaa, c'est du 26 décembre au 1er janvier. Oui. Et chaque jour est dédié à un principe. Umoja, l'unité, Kujichagulia, self-determination, donc être maître de son propre destin, Nia, avoir un but, Kuumba, la créativité, Ujima, le travail collectif, Ujama, la famille, etc. etc. À la fin, donc c'est entre Noël, ouais, c'est la période de Noël et du Nouvel An. Les enfants ont refusé d'aller passer Noël avec papa et maman. Ils ont dit, vous organisez, non pas Noël, vous organisez une fête là pour le Nouvel An parce que nous ne voulons pas nous quitter. Et les parents qui ont insisté pour amener leurs enfants parce qu'ils avaient déjà fait des plans, etc. et tout, bon, ont eu des problèmes parce que donc c'est pour dire que la question de l'image, de l'éducation, elle est fondamentale. Donc la balle, elle est dans notre camp. C'est à nous de mettre en place un dispositif d'information, d'éducation qui permette justement de reformater le cœur et l'esprit des enfants en leur faisant redécouvrir cette identité africaine qui est la leur, qui est belle également, parce qu'ils viennent d'un continent qui est le berceau de l'humanité, mais également de la civilisation humaine, qui est riche de toutes ces cultures. Et dans l'approche africaine, la diversité n'est pas un problème en soi. Ça, c'est pour les États, c'est le modèle d'État-nation occidental dont il faut se défaire d'ailleurs. La diversité est les sources de richesse, d'enrichissement mutuel, etc. Et c'est en faisant ce travail-là, en utilisant nos langues, le créole, les différents créoles, parce que nous ne pouvons pas, comme disait Cheikh Anta Diop, il n'est pas possible de savourer un mets délicieux avec la langue de quelqu'un d'autre, mais également la spiritualité, la redécouverte de la spiritualité africaine. Docteur, permettez, je vous arrête. Vous parlez des enfants, mais nous on parlait des adultes d'abord, parce que l'envie, alors on dira de manière un petit peu réduite, l'envie d'Afrique, nous devons la créer, la susciter, mais nous avons le sentiment que l'Afrique ne nous donne rien pour l'aimer. C'est peut-être ça aussi. Comment nous tissons des liens? Qu'est-ce qu'elle nous envoie? Qu'est-ce qu'elle nous donne? Et quand on regarde fonctionner le monde, on entend souvent tous les pays qui ont produit une diaspora s'occupent de leurs membres d'une manière ou d'une autre. Et on a l'impression que seule l'Afrique ne le fait pas. Oui, alors, mais juste avant de laisser répondre Dr Samba, je vais dire une chose. C'est que la relation que nous maintenons souvent avec l'Afrique, elle se fait à travers tiers. Elle n'est pas directe. Mais c'est pour ça que j'ai demandé les images. Qu'est-ce qu'ils nous donnent pour que nous parlions sans intermédiaire? Et Dr Samba a parlé de choses très fortes quand il a parlé de reformater. Oui.
ça laisse et le projet Kwanzaa, attendre beaucoup de choses. Le projet Kwanzaa, c'est ça aussi. Pourquoi tout à l'heure j'ai dit que j'étais un petit peu effrayé sur ce que vous avez dit, sur les images, dès que l'image était présentée. Tout de suite, moi j'ai eu une image en tête, c'est que l'image qui était présentée répondait encore aux clichés qu'ils ont reçus. Donc l'attraction qu'ils avaient n'était pas d'aller pour se dépayser du cadre qu'ils connaissent, mais de retrouver l'occidental là sur le continent. Sur le continent. Là, on est censé rencontrer l'Afrique. Voilà. Mais c'est important. C'est là où je veux dire, dans un projet comme ça, peut-être pour cela qu'il faut des anthropologues dans ce type de projet. Parce que, justement, le travail de construction d'une Afrique diabolisée comme d'une Haïti diabolisée, il a été si long, il a été si unique. Enfin, je veux dire, il n'y a pas eu de contre-production. Donc, c'est un travail qui s'est fait de manière unilatérale sur des siècles. Et en plus, ce sont deux régions où, justement, les richesses sont tellement importantes qu'il faut maintenir la diabolisation par tous les moyens. Et donc, actuellement, nous avons vu, par exemple, très récemment, un documentaire sur l'Afrique par Antenne 2, réalisé par Antenne 2, qui montrait une Afrique, bon, elle n'est pas encore explosivement moderne, mais enfin, les gens découvraient des bâtiments, et je vous jure, vous parliez des enfants, nous avons des gens qui ont 60, 70 ans, qui sont à la retraite, qui ont regardé ce documentaire et qui ont dit, qui n'ont jamais accepté de parler d'eux en termes de descendants d'Afrique, et qui ont dit, nous, Africains, après ce documentaire de Antenne 2, qui est passé il y a peut-être un mois, du coup, on l'a distribué. Parce qu'on s'est dit, mais voilà, ça marche, c'est tellement simple. Alors moi, ce qui me fascine, c'est la mince couche d'aliénation ou de préjugés, ou la facilité avec laquelle nous pouvons justement enlever cette couche de préjugés de la tête de nos enfants, de nos jeunes et de nos gens. If we do the right thing, si nous faisons ce qu'il faut faire. Et c'est là où je voilà. pense que les anthropologues, et ça a commencé, il y a un travail qui a commencé. Les sciences sociales humaines, l'histoire, l'anthropologie, la linguistique. Il y a par exemple la question de la soi-disant marginalité de l'Afrique dans l'économie mondiale. Il a été démontré de façon péremptoire que ce n'est pas vrai, c'est un mensonge. L'Afrique n'est pas marginale dans l'économie mondiale. Absolument. L'Afrique est en fait... et là, je parle du travail, c'est le résultat d'un travail qui a été fait par ce qu'on appelle l'école de Dakar, dont je suis fier de dire que j'appartiens, avec des économistes comme le professeur Chérif Salifsi, qui ont démontré, donc, à partir d'un travail pluridisciplinaire, même interdisciplinaire, que si on applique le critère de ratio d'intégration, qui se mesure à travers la présence d'un pays, d'une entreprise, d'un continent, etc., dans l'économie mondiale, à travers trois choses qu'ils appellent des actifs, des services, des produits et des ressources humaines, l'Afrique est le continent le plus intégré, avec un ratio d'intégration de plus de 40%, contre seulement 19% à l'Europe et 25% à l'Asie. Le problème avec les actifs africains, c'est qu'ils n'incorporent pas beaucoup de valeur ajoutée, parce que ce sont généralement des produits qui ne sont pas transformés, qui viennent du secteur primaire. Oui. Mais ça, c'est quelque chose qu'on peut corriger. Oui, et justement, la mise en place de cette ligne aérienne et de la construction d'infrastructures, parce qu'actuellement, il y a un boom, en fait, au niveau des infrastructures. On construit des ports en Tanzanie, à Takoradi, sur le lac Victoria, en Afrique, etc. Il y a le chemin de fer à écartement standard qui est en train de reconnecter l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest, etc., etc. Oh, oui, mais ça, ce sont des infrastructures qui sont très modernes. Ce sont des infrastructures. Mais en même temps, oui, pardon, docteur. En même temps, les gens vous diront, et pourquoi le peuple n'en profite pas? Parce que c'est vrai qu'on a l'impression qu'on sait, on entend dire, on en est convaincu, mais on voudrait justement, comme en Haïti aussi,
on voudrait qu'il y ait une autre forme, qu'on réussisse une autre forme de répartition des richesses et que les pays africains qui vendent leurs matières premières à partir du travail des Africains, qu'il y ait un retour, en tout cas sur vente ou sur investissement. Maintenant, on n'a pas toutes les clés de l'économie, des économies africaines, mais enfin, on sent qu'il y a l'Afrique anglophone, il faut l'appeler comme ça, qui demande à l'Afrique francophone de se réveiller un peu, de s'allier pour que justement ce boom économique qu'on sent dans cette partie de l'Afrique se répercute aussi sur l'Afrique dite francophone. Bon, il y a d'abord la question du modèle de développement. Il faudrait qu'on sorte, même les taux de croissance dont on parle. La croissance ne signifie pas le progrès social. Absolument. Il faudrait qu'elle se traduise donc en termes d'élargissement des possibilités d'accès aux services de base, à l'eau potable, à l'assainissement, au logement décent, à l'éducation, etc., etc. Donc ça, c'est un préalable ou c'est une des conditionnalités. Il faut qu'on sorte des modèles qu'on nous a imposés. Il faut également que... il y a des initiatives, il y a des efforts. Il faut que l'on réforme les législations et les procédures d'accès à la terre. Aujourd'hui, il y a une prédation terrible sur les terres, sur les ressources naturelles, que certains États, certains gouvernements ont commencé à essayer d'arrêter, de freiner. Par exemple, au Sénégal, il y a aujourd'hui, dans le cadre du plan Sénégal émergent à l'horizon, je crois, 2035, il y a une clause de bénéficiation de la terre et des ressources qui sont dans la terre, mais de toutes les activités pour les populations locales. Et ça, c'est dans la loi et c'est en train d'être appliqué. Ça commence à être appliqué. Il reste encore du chemin à faire, mais pour en revenir à la question donc du modèle de développement, il faudrait qu'on sorte... Le franc CFA, n'est-ce pas? Non, le franc CFA, la monnaie, etc. Il n'est pas au centre du problème. Le modèle, c'est aussi le fait qu'en Afrique, l'économie dite informelle contribue pratiquement à égalité, de l'ordre de plus de 43% dans la constitution du produit intérieur brut, que l'économie dite formelle. Malheureusement, c'est un secteur qui est encore laissé de côté. Aujourd'hui, les remittances, comment on appelle ça, c'est-à-dire l'argent que les travailleurs, la diaspora africaine, envoient en Afrique, constitue en valeur absolue la deuxième source de financement, c'est-à-dire de capital financier, de volume, donc d'argent disponible pour les ménages et dans certains cas, d'ailleurs je dois dire dans la plupart des cas, comme la première source de capital financier. Malheureusement, cette manne-là n'est pas canalisée, mais il y a, encore une fois, il y a des initiatives qui sont qui sont en train d'être mises en place pour pouvoir y répondre. C'est assez difficile parce que je parle de ce que moi je sais, je vois, et j'arrive pas encore à articuler cette prise dans l'équation de l'apport de la diaspora. Je m'explique pourquoi. Ce n'est pas un argent qui est envoyé à une institution, à l'État. C'est un argent qui est distribué à des familles, à des pauvres, à des individus. D'accord? Donc, quand il est chiffré comme ça, on voit qu'il constitue un capital énorme. Mais dans la réalité, ce sont ces $10, ces $20, ces $200 qui va à une famille. C'est comment c'est distribué très isolée et qui sont vite dépensés. C'est vrai que c'est un argent qui est injecté dans l'économie. Mais dans quelle économie? Dans une économie de consommation en général. Et consommation, qui dit consommation en général, la première nécessité, vient encore dans cet ordre établi. C'est-à-dire va encore à ces multinationales, à ces... D'accord. Alors moi je vous propose... je comprends. Mais je vous propose qu'on ne s'arrête pas dessus parce que, Daniel, vous avez à nous parler de la journée du drapeau, qui est très important. Et on va clore. C'est juste ouvrir les questionnements. Après, tant que vous venez, on va continuer à interroger ces phénomènes parce que
il y a effectivement des petits pôles d'interrogation dans nos manières de nous essayer de nous reconnecter ou de nous relier à l'Afrique, mais c'est très lacunaire. Et parce que c'est celui-là qui vient avec un projet qui va nous en parler. On n'est jamais dans une tautologie, dans une totalité, dans quelque chose qui soit systémique. Et il est très important pour nous d'apprendre à penser en termes de système, puisque justement, tous les petits à-coups que nous ferons, même s'ils sont très intéressants, etc., vont... comment on va dire ça, n'auront pas on va dire de conséquences ou d'ouverture efficiente si nous continuons à penser les problèmes de manière absolument éclatée comme nous le faisons. Mais c'est intéressant de commencer à se questionner par un bout et à questionner nos réalités d'une façon ou d'une autre. Maintenant, ce que je retiens du petit débat qui s'est déroulé entre vous deux, c'est le fait qu'on sent qu'on parle de territoires qui sont très riches, mais on ne voit pas où passe cette richesse. On sait qu'on est victime d'une démonisation qui est atroce, qui dure depuis des siècles et qui porte ses fruits. Parce que, à la clé, l'enjeu, c'est le développement économique de ces régions. Donc l'enjeu étant que les puissances occidentales maintiennent ou gardent la mainmise sur ces régions, il faut continuer la diabolisation, la démonisation, tout ce qu'on veut. Donc ça, c'est un phénomène dont les sciences sociales peuvent bien s'occuper. Il faut d'abord bien, il faut bien se partir de quelque part pour comprendre que s'il est si facile de convaincre aussi les nôtres que l'Afrique est belle et qu'elle nous apporte du plaisir, ou quand on la découvre chaque fois qu'on est émerveillé, ça veut dire que le travail de démonisation qui se fait peut se défaire aussi assez rapidement, à condition que nous fassions ce qu'il faut pour cela. Donc, ça demande qu'on prenne le problème dans sa globalité. Maintenant, parce que vous savez, après le temps file très très vite, j'aimerais qu'on ait le temps d'écouter Daniel sur, vous m'avez dit qu'aujourd'hui c'est la journée du drapeau haïtien. Oui, aujourd'hui est un jour extrêmement important pour Haïti, et pas seulement pour Haïti, parce que c'était un 18 mai 1803 qu'avait été créé le bicolore national. Et suite au chaos qu'il y avait sur les terrains de bataille où les troupes indigènes révoltaient et contre l'armée française, ils se battaient tous les deux avec les mêmes pavillons. Et là, il fallait vraiment... La couleur, c'était quoi? Blanc et bleu? Le drapeau, c'était le drapeau français au départ. C'était le drapeau français. Toussaint s'est battu avec le bateau et avec le drapeau français. Et c'est juste avant, et quand la grande bataille s'est engagée avec Dessalines, que l'armée indigène... La bataille de Vertières. Non, la bataille de Vertières est arrivée en novembre. Mais il y avait des luttes, des combats qui se faisaient, parce que c'était un combat qui était pratiquement, comment dirais-je, du marronnage aussi. C'est-à-dire on n'affrontait pas forcément l'ennemi de plein fouet, on l'attendait dans des ravines, dans des passages étroits. Et il n'y avait pas les champs de bataille comme on les connaît en Europe, où les généraux étaient assis ou debout sur des promontoires, et puis on regardait, on ne tirait pas sur les officiers. Non, c'était vraiment un peuple qui était engagé dans son combat de liberté et de justice. Et là, en 1803, le 18 mai, il y a eu cette création. L'histoire veut que ce serait d'une main rageuse que Dessalines a enlevé le blanc du tricolore français pour montrer qu'il enlevait définitivement de la colonie l'oppression française blanche. Donc il a lié le bleu et le rouge, qui à l'époque symbolisait le mulâtre, c'est-à-dire les métis, le blanc, le métis, et le nègre. Et donc, ce drapeau est devenu le rouge et le bleu.
et horizontalement. Et c'est ce drapeau qui a été brandi et a été à l'assaut de Vertières, qui a essuyé la mitraille, les boulets, et qui a aussi recueilli le sang de nos pères dans les sillons de ces combats, et qui font l'objet aujourd'hui de des valeurs de justice, d'égalité, de fraternité qu'il y a en Haïti. Mais plus que ça, c'est un drapeau qui devrait représenter pour tout le monde aujourd'hui. Et le fruit de ce sacrifice-là. Haïti s'est libéré, oui, mais a refait le monde. Et l'ordre colonial qui était connu, avec cette percée haïtienne, s'est effondré. Ils n'ont pas tenu longtemps. Et c'est un bicolore qui nous donne de la fierté, mais aussi de la responsabilité. Parce qu'en 1803, 1804, nos pères avaient fait l'indépendance, avaient chassé le dominateur, mais ils avaient créé la première république noire d'Amérique. Mais la nation haïtienne, c'est à nous de la construire encore. C'est pas tout à fait une réalité. Et c'est là. Vous n'êtes pas encore libre de la créer. Et c'est là on gêne. On nous empêche à cette construction, cette unité d'appartenance. Et ce drapeau, on le voit plus qu'un symbole, c'est nous. Et la relation que tout un chacun, quelle que soit la strate, qu'il soit pro ou contre l'ordre aujourd'hui en Haïti, il y a toujours ce frisson qui nous parcourt les chines quand on parle de ce drapeau, qu'on le voit flotter. Parce qu'on sait ce qu'il représente et ce qu'il a subi. On sait aussi que certains pays de l'Amérique du Sud l'ont dans leur propre drapeau. Oui. Et je parle des républiques bolivariennes particulièrement. Mais c'est un symbole aussi qui parle de dignité humaine, qui parle de liberté pour tous et qui est contre l'oppression de l'homme par l'homme. C'est aussi une belle claque à toutes les théories racistes, non? Qui disaient que le noir était incapable de quoi que ce soit. Non, je pense qu'on n'y a pas réfléchi comme ça, mais Antoine il doit l'avoir. C'est que c'est là où, quand les gens peut-être parlent que l'Afrique ou les Noirs n'ont jamais rien apporté, ça fait partie de l'histoire universelle. Okay? Cet apport d'Haïti, ce fer de lance de l'Afrique à la porte des Amériques, parce que bon, on en parlera peut-être après, j'ai un projet où j'ai parlé justement d'Haïti comme la porte des Amériques. C'est parce que c'est cette percée, et c'est pas un blanc, c'est pas un chinois, c'est pas une autre nation qui avait porté ces valeurs humaines et de justice à ce point-là, au point de se sacrifier et de créer un terrain, et puis c'est un précédent dans l'histoire de l'humanité, il n'y en a pas eu d'autre. Il n'y a pas de absolument. Non, mais en dehors de ça, il y a, je veux dire, les Africains étaient dans la continuité aussi du mandat, c'était pas nouveau pour eux. C'est quelque chose dans leur civilisation qu'ils ont amené ici avec eux, comme lorsqu'on déblaye un petit peu ou on dépoussière un petit peu nos pratiques, on est tout de suite au cœur de l'Afrique. Seulement, effectivement, il ne faut pas le dire, puisqu'on est dans
une relation où l'idéologie a pris le pas sur la réalité, le savoir, la vérité. Et donc on nous construit à mesure que nous avançons et que nous comprenons ce qui nous arrive, on nous construit des explications qui n'ont ni queue ni tête. Mais c'est à nous de savoir aussi, chers téléspectateurs, qui nous raconte des bobards et qu'est-ce qu'on va faire du savoir qu'on a désormais, parce qu'on ne va pas rester ignorant tout le temps. Donc aujourd'hui, vous fêtez, donc 18 mai 1803, vous fêtez l'avènement du drapeau haïtien, qui est celui donc, qui symbolise toutes ces valeurs de liberté, etc., etc. Voilà, vous le savez, chers amis, ici nous avons une communauté haïtienne, il faut aussi penser à jeudi, bonne fête du drapeau. Bonne fête du drapeau, voilà. Voilà, docteur Samba. Alors, si vous voulez ajouter quelque chose là-dessus, moi j'aimerais maintenant, parce que le temps a filé et il faudrait qu'on recommence, se revoie pour reparler surtout de vos projets en architecture, parce que moi, je suis passionnée par l'architecture, en ce qu'elle parle de nous. Malheureusement, il y a beaucoup de choses qui sont faites pour revaloriser l'architecture africaine. Et franchement, quand on voit cette architecture et qu'on voit dans quoi nous ou les Africains vivent, dans du béton, dans des pièces carrées, etc., on est vraiment désespérés. Mais enfin, on parlera peut-être un autre jour. L'architecture africaine domine en fait les tendances qui marquent l'évolution de l'architecture moderne, le style brésilien. Beaucoup de critères de calcul viennent justement de l'étude de ce patrimoine, de ces vestiges que nous avons en Afrique. Absolument. Mais il y a des gens qui travaillent déjà, mais ça reste très localisé, très... Maintenant, j'aurais mis, parce que c'était aussi l'une des raisons pour lesquelles je voulais vous avoir ici, pour nos téléspectateurs, c'est que vous nous disiez comment vous avez vécu l'avènement de la décennie des personnes d'ascendance africaine 2014-2025 par l'ONU. Enfin, cette décision, voilà. Comment vous la voyez? Parce que chez nous, on a très peu d'écho, parce que c'est difficile aussi de faire adhérer la population à ce mouvement, tant que l'État français en tant que tel se désiste ou ne prend pas ses responsabilités. En 2011, il y a eu l'année des personnes d'ascendance africaine, et la France l'a transformée en année des Outre-mer. Donc c'était une sorte de... on a beaucoup de difficultés à faire reconnaître dans nos régions un patrimoine africain ou quelque chose qui serait de l'ordre d'une fête où on mentionnerait l'Afrique en tant que telle. On peut mentionner les Indiens, les Caraïbes, les Libanais, les Chinois, les Blancs, mais c'est difficile de mentionner et de dire qu'on organise un événement qui porte le nom de ou dans lequel on trouvera un nom dans lequel on trouvera le mot Afrique ou africain. Voilà. Alors, comment vivez-vous cette décennie? Je ne sais pas, l'un de vous deux, vous pouvez commencer? La décennie est le résultat d'un processus de lutte. C'est comme le drapeau haïtien, la fondation de la République. Ce n'est pas quelque chose qui a été donné. La liberté ne se donne pas, elle se conquiert, elle s'arrache. Et en l'occurrence de haute lutte. La décennie est donc le résultat d'un processus de lutte. Si les Nations Unies l'ont reconnu, c'est parce qu'il y a une certaine intensification, même dans certains cas, une radicalisation des luttes porteuses des espoirs et des aspirations des peuples africains et d'ascendance africaine, pour que finalement l'ONU accepte de la consacrer, de l'institutionnaliser. Alors, c'est à nous de chercher à aller plus loin avec en y mettant du contenu, avec donc des programmes économiques, sociaux, etc., pour toutes les classes défavorisées. Alors, la question de la décennie, il faut la lier avec la question des réparations. Je sais qu'on n'en parle pas beaucoup, cela fait peur, etc. Mais c'est devenu une réalité également qui fait partie de notre quotidien aujourd'hui. Il y a par exemple au niveau du CARICOM, donc de la Caraïbe, il y a une commission sur les réparations, comme tu sais, mais c'est pas qu'on n'en parle pas tout à fait, c'est que c'est très démagogique. Aujourd'hui,
quand nos élus ou nos élites se sont rendus compte que ça devenait une question incontournable, eh bien, on se met à clamer qu'on ne peut pas évaluer, ça n'a pas de prix, ça ne doit pas être de l'argent. Et je ne sais pas qui décide que ce sera de l'argent ou pas de l'argent. C'est quand même quelque chose c'est tout à fait démagogique. L'approche qu'on en a dans nos régions est tout à fait démagogique. Oui, juste. Je ne connais pas le reste, mais je vais répondre sur une seule chose. C'est qui décide, c'est nous. Oui, mais sur la nature et le mode de réparation. Ceux de nous qui disent non, il ne faut pas d'argent, il ne faut pas... Non, nous qui avons subi et qui payons encore les séquelles de l'annihilation. Oui, c'est nous. Et ce que je voulais dire, moi, et j'insiste là-dessus, c'est que la question des réparations, c'est d'abord une question de rapport de force. De force, absolument. La France traîne les pieds, etc. Bon, après avoir traîné les pieds pour reconnaître l'esclavage comme crime contre l'humanité, mais en le reconnaissant simplement du bout des lèvres, parce qu'en même temps, elle finance une armée de plumitifs et de soi-disant historiens qui sont en train de faire du révisionnisme historiographique en essayant de rejeter la responsabilité de ce crime contre l'humanité sur les Africains, en disant que oui, bon, quand on est arrivé, on n'a fait que consacrer des pratiques esclavagistes, alors que l'esclavage tel qu'ils l'ont pratiqué est inconnu dans l'histoire de l'Afrique. Par contre, il a existé en Grèce, la société grecque était une société, la soi-disant démocratie grecque était une démocratie en fait exclusivement réservée aux citoyens et dont les autres, les esclaves, etc., qui représentaient d'ailleurs la majorité de la population, étaient exclus. Donc je dis que c'est une question de rapport de force. C'est par notre capacité à nous organiser sur le continent et la diaspora que nous pourrons imposer la reconnaissance et la mise en œuvre de cette idée de réparation. Effectivement, il est vrai qu'il n'est pas possible de quantifier. L'oppression n'a pas de prix, il est difficile de la quantifier, bien que certains s'y exercent. Ce dont il s'agit de façon beaucoup plus fondamentale, quand on parle de réparation, c'est de mettre en place, prendre les dispositions qu'il faut pour qu'il y ait une réforme des paradigmes de base et de la manière dont est structuré et dont fonctionne ce monde-là. Il faut qu'on réforme le système des Nations Unies. Il faut se battre pour que l'Afrique puisse disposer d'un siège permanent avec droit de veto comme tous les autres. Parce que la situation actuelle est tout à fait inacceptable, où les 3/4 de l'agenda de discussion et de travail du Conseil de sécurité porte sur les questions africaines, alors que l'Afrique est le seul continent qui ne dispose pas d'un siège permanent avec droit de veto. Ça, c'est un. Les règles du système commercial mondial, le World Trade Organization, doivent être réformées également, avec tout ce qui va avec AGOA, les accords de partenariat économique avec l'Union européenne, toutes ces choses-là, il faut y mettre une croix, tout simplement. Mais quand je dis qu'il faut y mettre une croix, c'est par notre capacité à nous organiser et à imposer cela à nos autres partenaires ou interlocuteurs, etc., que cela deviendra une réalité. La question du tribunal ICC, International Criminal Court, à La Haye, qui est en train de juger un président qu'on a kidnappé, la Cour pénale internationale, toutes ces choses. Qui juge que les chefs d'État africains. Voilà, en dehors peut-être de Milosevic, etc. Donc voilà, ce dont il s'agit, c'est en fait de trouver revoir les institutions, de les remanier. Revoir les institutions, les rapports, les institutions et les principes
qui régissent encore les relations entre les peuples. Mais ça, à la limite, ça ne dépend pas des autres. Hein. La balle est dans notre camp. C'est à nous de nous montrer sérieux. On ne verrait jamais un Bush accusé de crimes contre l'humanité et amené devant le tribunal de la Haye parce qu'il a tout fomenté pour aller en guerre contre l'Irak. Pas que Bush, tous, voilà. Mais la Cour pénale internationale est faite pour punir les Africains. Et ce sont les Blancs qui punissent les Africains. C'est pas mal. C'est international pour cette raison-là. Alors, le temps qui nous est imparti est en train de se terminer. Qu'est-ce que vous diriez sur donc, cette histoire, cette décennie, pour Haïti notamment? Il y a des manifestations, il y a... Timide. Des manifestations timides. Voilà. Et je ne pense pas que bon nombre de la population connaît cette réalité. C'est ça. Parce que, bon, Haïti, quand même, il y a... C'est malheureux de le dire, mais il faut faire une distinction. Il y a la République de Port-au-Prince et il y a la République d'Haïti. La République de Port-au-Prince, il y a dans ces 4 millions ou 6 millions d'habitants, il y a probablement seulement 1% qui soit, comment dirais-je, au courant de ce qui se passe autour. Autrement, le reste du pays vit sa réalité et est un peu tenu en autarcie. Mais l'africanité chez Haïti, elle est indissociable. Oui, elle est dans son quotidien, elle est dans sa campagne, elle est dans la relation entre les paysans, dans le combit, elle est dans leur manière de fonctionner, leur manière de produire, et dans leur croyance, dans leur spiritualité. Mais aujourd'hui, on a justement, c'est ce qu'on se disait. C'est vrai que Haïti, c'est l'État le plus africain de la Caraïbe, dans cette manière qu'on a d'essayer de la caractériser, mais en même temps, on entend de plus en plus, et je l'ai lu dans des mémoires d'étudiants qui étaient donc inscrits à l'Institut Aimé Césaire d'Haïti, de l'université. Donc ils étudiaient la gestion, l'économie, le développement, enfin des thématiques qui forment des cadres pour développer Haïti. Et j'ai eu donc à corriger 5 mémoires, et dans tous les mémoires, les jeunes disaient que c'était à cause des mentalités, des traits de culture africaine que le peuple haïtien était arriéré et qu'il n'avançait pas, et que c'était une entrave au développement, à l'entrée d'Haïti dans la modernité. Et donc les enseignants avaient laissé dire, et c'était celui qui suivait, celui qui suivait était africain lui-même. Oui, mais c'est un amalgame qui était extrêmement dangereux. Il y a un travail à faire, c'est vrai, il y a un travail à faire sur un point. Il faut confier l'enseignement de nos enfants, de nos jeunes à des jeunes. Je vais lui dire pourquoi. J'ai longtemps parlé, plusieurs fois parlé de ce problème-là, et puis j'ai pas l'impression que quelqu'un ait pris la balle au rebond ou cherché à aller. C'est qu'il y a une mentalité qui prévaut en Haïti. C'est justement à cause de l'oppression, à cause de cette réalité, à cause de cet embargo non dit, okay. C'est que l'Haïtien ne se sent pas responsable de son environnement. Comme ici. L'homme a mouru dans Guinée, l'homme a mouru. M'sénèque Congo, m'sénèque Dahomey. On va retourner au pays. Voilà. Ouais. Donc, je ne suis pas responsable et je n'ai pas non plus la motivation qu'il faut pour embellir autour de moi, de défendre cette écologie, puisque cette écologie, sur le terrain, la propriété ne m'appartient pas. Il appartient au grand nom, il appartient. Donc, autant le laisser détruire. Oui. Je n'ai pas d'effort à faire. Et là, c'est là où
les responsables d'éducation, les responsables spirituels, les responsables religieux ont à refaire ce travail de formatage. Oui. Enfin, d'éducation en tout cas. Voilà. Il faut absolument qu'on s'arrête maintenant. Qu'est-ce que vous voulez dire, Dr Samba, à vos téléspectateurs en signe de revoir, en espérant qu'on vous aura à nouveau sur le plateau? C'est très important. Nous savons qui nous y et savoir qui nous y est, c'est aussi savoir nous savons qui nous payer. Nous payer, tout à fait. Deuxièmement, quand nous voulons, et nous voulons l'unité, liberté, progrès, renaissance. Quitte nous voulons et nous voulons maintenant. Actuellement. Actuellement. D'accord. Et à qui chemin pour notre pays. Et nous gagnons un seul chemin, c'est l'unité. C'est la lutte qui va nous. D'accord. Et Daniel, qu'est-ce que vous voulez dire à vos téléspectateurs? Vous pouvez les regarder dans les yeux. Ah, les regarder dans les yeux. Et il faut qu'on finisse, oui. Non, j'appuie entièrement ce qu'a dit Dr Samba. Et notre avenir dépend de nous, de nos actions aujourd'hui. Nous avons des responsabilités énormes vis-à-vis de nos enfants et sur ce que nous voulons leur léguer et ce que nous voulons que le monde soit demain pour eux. Et les opportunités se ferment si on continue d'appliquer les mêmes clichés, les mêmes programmes, si on se laisse encore avoir par ces mêmes messages trompeurs ou ces façades de richesse virtuelle aujourd'hui. Il nous faut retourner, ce que moi j'appelais dans un article une fois à la case départ, mais je le dis dans les deux sens du mot, et Fonka tourner Bokaino pour nous assurer l'avenir nous. En dit de nous aussi. Voilà, chers téléspectateurs, c'est déjà fini. Je vous avais dit, j'étais particulièrement honorée et enchantée de les recevoir. J'espère qu'ils vont revenir, donc Dr Samba et Daniel, parce que Daniel, vous avez à nous parler de l'architecture qu'il nous faudrait dans nos régions, et puis, etc. Merci de nous avoir suivis. J'espère que vous avez eu du plaisir à écouter nos invités. Et puis, je vous dis à très bientôt.